Le constat, on l'a fait tous ensemble et on va essayer de voir comment maintenant réellement s'intéresser et mettre en place un véritable programme de rattrapage vaccinal et pour essayer de remonter un petit peu cette couverture vaccinale. Donc je remets le calendrier 2016 parce que le retard vaccinal, il est pas le fruit, mais il est le résultat, ou en tout cas il est ce qui se passe aujourd'hui après l'application, ou déjà quelques années avant probablement, de ce calendrier vaccinal. Et donc je rappelle tout ce qui a déjà été dit, que le calendrier vaccinal n'est pas en cause, parce que le calendrier vaccinal comporte l'ensemble des antigènes qui sont donc programmés pour protéger les enfants contre les maladies mortelles de l'enfance. Mais ce qui est en cause, c'est bien le fait que nous avons échoué en ce qui concerne la couverture vaccinale, puisque nous n'avons pas les 95% de taux de couverture vaccinale pour ces vaccins. Donc, le retard vaccinal, il se définit comme étant le délai qui s'écoule entre l'âge réel, entre l'âge recommandé et l'âge réel de la vaccination. Il y a des définitions qui sont proposées, qui ont été proposées. On considère qu'il y a un retard vaccinal lorsque une primo-vaccination n'a pas été faite dans les délais, et au-delà de 15 jours, on considère que c'est un retard vaccinal. Pour une vaccination de rappel, on considère que si la vaccination de rappel n'a pas été faite dans un délai de 2 mois, on est dans un retard vaccinal. Alors en général, nous, on est confrontés à des situations qui ne nous posent pas de problème. On est vraiment dans un retard vaccinal, parce que vous l'avez vu, on découvre avec effroi qu'on a des enfants qui sont 0 dose, chose qu'on n'imaginait même pas. Quand on lisait 0 dose, on pensait que c'était pour les pays d'Afrique. Non, et bien finalement, 0 dose, ça existe bel et bien chez nous, malheureusement. Donc, ce retard vaccinal, ça a été dit largement, il est d'autant plus préjudiciable qu'il va arriver à un moment où l'enfant, il a une très très grande vulnérabilité, et que c'est le moment où les incidences des maladies mortelles sont les plus fréquentes. Donc, au niveau individuel, ça va avoir comme conséquence que l'enfant ne va pas être protégé contre ces maladies. Et puis, ça va s'ajouter au fait qu'il va y avoir un effet domino, c'est-à-dire que ce retard, il va continuer, il va s'accumuler, il va s'aggraver dans le temps. Et puis, il y a un effet collectif. On sait bien que lorsqu'on vaccine des enfants dans le jeune âge et qu'on a une très bonne couverture vaccinale, eh bien, par effet, entre guillemets, troupeau, c'est-à-dire par l'effet de l'immunité collective, on va protéger d'autres populations plus âgées qui, elles, n'ont pas été vaccinées, parce qu'on va réduire la circulation de l'agent pathogène. Donc, le retard vaccinal, il a des conséquences désastreuses, et on l'a bien compris au cours des présentations qui ont été faites ce matin. Je vous montre les données qui émanent de la DGPPS. C'est les données de la couverture vaccinale, mais ça a été déjà montré. Mais regardez, il n'y a pas l'animation ici. Alors, on ne voit pas, c'est pas grave. Regardez sur la ligne de la 3e prise du DTC IB HBV, 73% en 2019. Oui, le pointeur, c'est vrai. Alors, voilà, pour le DTC IB, on a 73% ici en 2019, 67%. Et ça ne s'est pas arrangé en 2021, même si on n'a pas les chiffres, 2022. Et pour le ROR2, déjà même la première dose de ROR 71 et la deuxième dose 61%. Donc si je reprends cette diapositive, c'est bien pour insister sur le fait que vraiment on n'a jamais connu une telle situation. Nous, on était habitués à des courbes pendant toutes les dernières années où on a parlé de vaccination. On a toujours montré les courbes avec la couverture vaccinale supérieure à 90, 95, 98% pour le BCG, etc. Donc, c'est une nouvelle donnée. C'est quelque chose qui est apparu un peu avant les années Covid. On a mis beaucoup sur le compte du Covid, mais qui était déjà là avant les années Covid, et qui, bien entendu, Madame Hanoun l'a bien montré sur le focus qu'elle a fait entre 2019 et 2021,
et qui a été vraiment aggravée par la période Covid. Donc l'équation, elle est très simple. Lorsqu'on vaccine et qu'on a une bonne couverture vaccinale, eh bien, on va petit à petit voir comme corollaire la disparition des maladies évitables par la vaccination. Mais dès qu'il y a une relâche, c'est-à-dire dès qu'on a ce fameux retard vaccinal, eh bien, évidemment, la réponse ne se fait pas attendre. Et on l'a vécu en direct avec l'épidémie de rougeole de 2018-2019. C'est exactement ce qui s'est passé. Et maintenant, en 2022, on affronte d'autres épidémies de maladies qu'on pensait ne plus jamais voir. Donc ça, c'est très important. Alors les causes de ce retard vaccinal et les causes de cette baisse de la couverture vaccinale, bien sûr, elles ne sont pas simples, elles sont multiples. Mais parmi ces causes qui sont multiples, il y a beaucoup de raisons. Une des raisons, c'est l'hésitation vaccinale, dont on parle beaucoup en disant il y a de l'hésitation vaccinale chez les parents. En réalité, on n'a jamais mesuré cette hésitation vaccinale. Cette hésitation vaccinale, elle est le résultat d'un dysfonctionnement important du programme élargi de vaccination en termes de fonctionnement des centres de vaccination, qui n'est plus celui qu'il était dans les années 90 ou 2000 ou même un peu plus tard. Le fonctionnement des centres de vaccination a changé. On donne des rendez-vous, on arrête, on reporte les rendez-vous. Même quand il y a un retard vaccinal, on décale de 1 mois le rendez-vous. Donc, il y a toute une mentalité à la fois des agents vaccinateurs, des médecins, à changer. Et dès qu'on aura normalisé tout ça, eh bien, les parents retrouveront la confiance pour la vaccination. Parce que quand on prend les parents individuellement et qu'on leur dit pourquoi vous n'avez pas vacciné, très souvent, ils vont vous dire عطاو لي رونديفو ومن بعد بدلوا لي رونديفو ومن بعد هذيك etc. ومن بعد رحت كان فويسيل ما نديروش. Bon, donc vous connaissez toutes les explications. Donc c'est pas l'hésitation des parents. Non, 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 les causes elles sont multiples, elles sont complexes et il faut vraiment aller un petit peu de façon importante. Quand on aura pendant une période prolongée maintenu une couverture vaccinale très importante, supérieure à 95%, alors on sera dans les conditions d'obtenir l'éradication des maladies et d'arrêter les vaccinations. Donc on pensait qu'on n'était pas loin du but pour la polio, mais finalement, c'est comme l'horizon qui s'éloigne toujours, on est dans un horizon qui s'éloigne encore, mais qu'on espère qui sera quand même relativement proche. Donc, pour améliorer cette situation, comment on va faire? Eh bien, la première des choses, c'est simplifier le calendrier et le parcours vaccinal. Simplifier, ça veut dire rendre les centres de vaccination plus accessibles. Juste ce que je viens de dire. Je viens au centre de vaccination, je me fais vacciner. On ne me dit pas, non, ton vaccin, oui, effectivement, c'est aujourd'hui que tu as 2 mois, mais aujourd'hui, je n'ai pas de place pour toi, tu reviens dans 15 jours. Dans 15 jours, les parents, ils oublient, ils se disent, après tout, on m'a décalé, donc ce n'est pas grave. Donc, je reviendrai dans 15 jours. Aujourd'hui, je ne peux pas, je vais m'organiser, etc. Donc, l'accessibilité. La disponibilité des vaccins, il ne faut pas se mentir, il y a eu des périodes où il y a eu des problèmes d'approvisionnement et de pénurie de vaccins qui ont causé, bien sûr, des problèmes et des dysfonctionnements. Et c'est pour ça qu'on espère qu'avec la possibilité d'avoir des flacons monodoses et non plus des flacons multidoses comme on a toujours fonctionné, ça va nous faciliter ce rattrapage. Le fait d'avoir un vaccin 6 en 1, un hexavalent, ça va également certainement nous faciliter. Après, il nous reste à mettre en place, parce qu'il ne suffit pas simplement de régler ces problèmes. Vous le savez, on a toujours eu des campagnes de rattrapage, ce qu'on a appelé les AVS. On a fait régulièrement pendant des années, si on devait compter les campagnes de rattrapage qui ont été faites, c'est ce qui a certainement maintenu la couverture vaccinale à un niveau important. Et puis, il y a eu une période de flottement assez importante où il n'y a pas eu de campagne de rattrapage, ou bien où il y a eu des campagnes de rattrapage, mais qui n'ont pas été suffisamment bien expliquées. Rappelez-vous l'échec de la campagne de rattrapage RR dans les écoles, qui a abouti à l'épidémie de rougeole. Donc là, il y a eu une campagne de rattrapage récemment
sur la vaccination de routine, pas sur un vaccin, mais sur tous les vaccins. Cette campagne, quand même, elle a duré longtemps, elle a duré 3 semaines, voire 1 mois. Et puis, vous l'avez entendu, Monsieur Fourard nous a dit que les résultats étaient médiocres. Ça veut dire que la couverture vaccinale était médiocre et que l'objectif n'a pas été atteint. Et donc là, il y a un sérieux problème. Et le problème, il se trouve très certainement, en grande partie, au niveau de la communication, c'est-à-dire de l'information des populations, qu'une campagne de rattrapage est en cours, etc. Parce que nous, dans notre entourage, quand on interroge les parents et qu'on leur dit, mais est-ce que vous savez qu'il y a une campagne de rattrapage? Non, non, j'ai aucune information, on m'a jamais rien dit, je n'ai rien entendu à la radio, à la télé, etc. Donc il y a un vrai problème de communication. Alors, la vaccination de rattrapage, c'est pas juste un mot. C'est pas de dire il y a un retard vaccinal et il faut qu'on fasse une campagne de rattrapage. Non, c'est un programme. Et l'OMS s'est penché là-dessus parce que ce n'est pas seulement qu'en Algérie qu'il y a un problème de retard vaccinal. Ça touche beaucoup de pays où il y a ce retard vaccinal. Et donc, il y a un véritable programme qui est mis en place. Regardez, dans ce programme, il faut une véritable politique de rattrapage et il faut faire un calendrier de vaccination, de rattrapage, qui n'est pas le calendrier de routine, mais il faut expliquer exactement dans les détails aux gens comment il faut faire. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut définir la stratégie de la vaccination de rattrapage. Il faut absolument revoir tout ce qui est les pratiques de la vaccination par les professionnels de santé, en termes de connaissances et en termes de pratiques. Il faut avoir la quantité de vaccins qu'il faut pour pouvoir faire un rattrapage. Regardez, si on dit qu'on a une couverture de 60%, ça veut dire qu'il y a 30% des enfants qui ont besoin d'être vaccinés. Et nous, toutes les programmations qu'on fait, on dit on a une cohorte de naissance de 1 million, donc on a besoin de 3 millions de doses et on ne compte pas le rattrapage. Le rattrapage, c'est 30%. Donc il faut vraiment l'inclure dans les besoins qu'on va avoir pour pouvoir avoir les moyens de notre politique. Et regardez ici, bien entendu, il faut une grande mobilisation sociale et il faut de la communication. Et je crois que c'est le point faible actuellement pour nous en ce qui concerne la communication. Alors, donc, quand on dit politique de rattrapage, eh ben, on regarde l'épidémiologie locale, c'est ce qu'a fait Madame Hanoun. Elle nous a bien expliqué qu'il y avait plusieurs voyants qui sont au rouge. Les niveaux actuels de la couverture vaccinale, on est plus que dans le rouge. Les performances du programme, on est dans le rouge, puisque on n'a pas les programmes de surveillance, il faut bien le dire, des différents activités vaccinales. Je n'en veux pour preuve que surveiller ce qui se passe avec les infections invasives. On n'a pas de surveillance. La seule programme de surveillance qui marchait relativement, c'était le programme de surveillance polio avec la déclaration des PFA, etc. Mais ça aussi, on a vu que c'était en recul. Et donc, c'est tout ça qui fait qu'on en est arrivé là. Et donc, on l'a dit, la disponibilité des vaccins. Alors donc, nous, notre objectif, c'est ce qu'on va mettre en place, parce qu'aujourd'hui, je vous donne les grandes lignes, mais on doit travailler tous ensemble pour mettre en place le calendrier de rattrapage le plus raisonnable. Le plus raisonnable, ça veut dire il faut faire vite, il faut rattraper rapidement avec ce qu'on a. Actuellement, on est dans une phase de transition. On est dans une phase de transition où on va avoir de l'hexavalent dans 15 jours et où on a encore la vaccination telle que prévue par le calendrier 2016. Donc, il faut déjà pas attendre l'hexavalent pour faire le rattrapage, mais il faut faire le rattrapage maintenant avec les doses de vaccins qui sont disponibles, puisque c'est possible. Avec le DTC IB, HPV, ça nous obligera à faire plus d'injections. Mais il faut déjà utiliser, consommer tout ce qui existe actuellement et ne pas se dire « Ah non, moi je vais attendre l'hexavalent parce que ce sera plus facile, etc. » Donc, il faut le faire maintenant sans retard. Et il faut connaître un peu les règles principales. Les règles principales, c'est, je vais essayer de les énumérer, voilà, pour ne pas être trop longue. Il faut déterminer pour chaque antigène ce que l'enfant a reçu et ce qu'il aurait dû recevoir. Hein, je prends l'exemple. Il a, on va dire, 12 mois. Il a reçu le vaccin de 2 mois et il n'a pas reçu le reste.
Donc, en réalité, sur son programme vaccinal de 2+1, au lieu de recevoir 3 doses, il en a reçu une seule. Donc, il est en déficit de 2 doses. Et donc, il faut que je vois comment je vais rattraper ces 2 doses. Ça, je vais le rattraper en fonction de l'âge de l'enfant, l'âge au moment où je le vois. Donc, c'est un petit peu comme un programme à la carte. On va pouvoir faire des calendriers de rattrapage en fonction des tranches d'âge, mais même en fonction des tranches d'âge, on ne va pas avoir tous les cas de figure. Donc, il faudra, en fonction de l'âge, faire un petit peu un calendrier à la carte. Et il faut savoir que, par exemple, dans ce calendrier de rattrapage, on ne rattrape plus contre la vaccination antipneumococcique au-delà de l'âge de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on considère que le risque d'infection invasive mortelle, il est très important entre 2 et 6 mois, il va en diminuant, et qu'après l'âge de 2 ans, ce risque, il est faible. Donc, on considère que l'enfant qui n'a pas été vacciné par l'antipneumococcique, c'est dommage, mais il n'a pas été vacciné par l'antipneumococcique, il a plus de 2 ans, s'il n'est pas un enfant à risque, n'a plus besoin de rattrapage. Pour l'hémophilus, c'est le même raisonnement, exactement le même raisonnement, et on fait le rattrapage jusqu'à 5 ans. Donc, au-delà de 5 ans, vous ne faites plus de rattrapage. Mais là encore, vous devez réfléchir et vous adapter à la situation. C'est-à-dire que si le seul vaccin combiné que vous avez pour faire le rattrapage contient de l'hémophilus, et même votre enfant, il a plus de 5 ans, il n'a pas besoin d'hémophilus, vous n'allez pas le priver des autres vaccins. Donc, vous allez lui faire l'hémophilus. Donc, il n'y a pas de rigidité dans ce calendrier de rattrapage, mais il y a de la flexibilité et il y a de l'adaptation en fonction des différentes situations. Voilà, donc comme je l'ai dit, il faut définir les cohortes de naissance, il faut avoir les directives claires sur les intervalles, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et il faut savoir quelles sont toutes les combinaisons qu'on peut faire. Vous savez qu'il y a eu multiples instructions du ministère de la Santé et de la Direction de la Prévention au cours des 2 dernières années. Je pense qu'on n'a jamais eu autant d'instructions qu'au cours de ces 2 dernières années sur la vaccination. Pour autoriser l'association des vaccins, pour tout changement, toute modification du calendrier a été accompagnée par une instruction. Donc, les règles de base, on va dire, on regarde l'âge de l'enfant, on regarde le nombre de doses que l'enfant aurait dû recevoir. Si on n'a pas de carnet de santé et de carnet de vaccination, on n'a pas la preuve de la vaccination, on doit considérer qu'il est non vacciné et on doit refaire la vaccination. Et encore une fois, si je refais la vaccination, il n'y a pas de risque. Hein? Même si je me dis, oui, mais la mère, elle me dit, je suis sûre, etc., le carnet. Moi, il n'y a pas de preuve, donc on refait la vaccination. Il n'y a pas de risque à refaire cette vaccination. Ensuite, par contre, toute dose reçue compte, quel que soit le délai. Même s'il a reçu sa dose il y a 3 ans, elle compte. Il n'y a pas d'intervalle maximum. D'accord? Donc, toute dose administrée est une dose qui compte. Et on va continuer, on va prendre le calendrier et on va le poursuivre en fonction de ce qui reste à administrer. Plus l'enfant est jeune, évidemment, et plus on va privilégier en priorité les vaccins pour lesquels il y a un risque mortel, c'est-à-dire infection invasive à pneumocoque, infection invasive à hémophilus, coqueluche, parce que contrairement à ce qu'on pense, la coqueluche tue, et la rougeole, ça, on l'a vu quand même au cours de l'épidémie. Voilà, essayez de terminer le rattrapage le plus rapidement possible. Ça va être plus facile avec l'EXA, mais encore une fois, l'EXA, il n'est pas là tout de suite. Il faut d'abord épuiser ce qu'on a, et avec ce qu'on a, on peut faire le maximum de choses. Ensuite, on prendra les choses, le train en marche. Ça a été dit tout à l'heure dans la discussion, qu'un vaccin vivant peut être administré en même temps que des vaccins inactivés. Donc, on peut faire toutes les associations. Il n'y a aucun problème. En même temps, dans n'importe quel intervalle de temps, vivant, atténué ou inactivé. Donc, nous, on n'a aucune contrainte. Tout ça, c'est pour dire que nous, on n'a aucune contrainte de ce côté-là, du côté des règles de vaccinologie. Voilà. Alors, on a vu l'intervalle. Oui, quand on fait une primo-vaccination, il faut donner la première dose. Avant d'administrer la deuxième dose, il faut attendre que la montée du taux d'anticorps soit suffisant.
pour un schéma comme nous avons en Algérie 2+1, ça veut dire 2 doses et un rappel, nous sommes obligés de maintenir un délai de 2 mois, 8 semaines, entre les 2 doses. Si par inadvertance, par erreur, il reçoit sa dose, sa deuxième dose, 1 mois après la première dose, c'est une dose qui ne compte pas, parce qu'il n'y a pas eu encore suffisamment de temps pour la montée des anticorps. Et on peut raccourcir ce délai au maximum de 8 semaines à 6 semaines. Si je suis dans une situation de retard vaccinal très important, je ne vais pas décaler, d'accord? Et donc, je peux raccourcir le délai à 6 semaines. Entre la primo-vaccination et le rappel, c'est exactement le même principe. L'injection de rappel, elle est là pour rebooster la réponse immunitaire et les lympho-B mémoire, et il lui faut un délai. Elle ne peut pas être cette injection de rappel faite dans les 2 mois. Elle doit être faite dans les 5 à 6 mois. Et on admet jusqu'à 4 mois si vraiment la situation de retard est très importante. Mais retenez 5 à 6 mois. Donc, toutes ces règles-là doivent être bien appliquées. Pour la rougeole, vous savez comment on le fait. La rougeole, on est censé avoir 2 doses. Un enfant, pour qu'il soit protégé, il doit recevoir 2 doses. Dans le calendrier vaccinal, 11 mois, 18 mois. Donc, en fonction de son âge, s'il a plus de 18 mois et qu'il a reçu 0 dose, je dois lui faire 2 doses à 1 mois d'intervalle. Ici, pourquoi 1 mois? Vous me dites, on vient de dire que ce n'est pas 1 mois. À 1 mois d'intervalle, parce que ici, la deuxième dose n'est pas une dose de rappel, mais c'est une dose pour vacciner en fait ceux qui n'ont pas eu de séroconversion. Parce qu'on le sait, avec le vaccin anti-rougeoleux, enfin le ROR, on a entre 10 et 15% de la cohorte d'enfants vaccinés, disons 10% de la cohorte d'enfants vaccinés, qui ne font pas de séroconversion. C'est-à-dire que la vaccination n'a pas été suivie d'effet. Et donc cette deuxième dose, elle est là pour être sûr que cette séroconversion va se faire. Donc, s'il a plus de 18 mois, 2 doses à 1 mois d'intervalle. Dès que je le capte, ça veut dire non, je ne vais pas constater qu'il a 5 ans, qu'il n'a pas été vacciné, et je vais lui donner un rendez-vous dans 1 mois. C'est ça qu'il faut changer. Et puis, si par contre, on est dans les délais, il n'a pas encore 18 mois, je vais lui faire sa première dose. Disons que je le vois à 15 mois, je vais lui faire sa première dose et je lui ferai sa deuxième dose à 18 mois pour le recaler sur le calendrier vaccinal. Donc, tout ceci, ce sont des choses qui doivent être connues et c'est ce qu'on devrait pouvoir mettre dans un programme de rattrapage. Il doit s'appeler programme. C'est un programme de rattrapage à part entière. Et dans le calendrier de rattrapage, ça doit être un calendrier. On va proposer un calendrier en fonction des tranches d'âge pour expliquer aux gens, voilà comment vous faites, etc. La seule chose qu'il ne faut pas faire, et c'est ça que les agents vaccinateurs ou les personnes qui sont dans les centres de vaccination, les médecins, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont un rattrapage à faire? Eh bien, ils commencent le rattrapage et ils appliquent le calendrier vaccinal. Ça veut dire qu'ils vont appliquer le délai, par exemple, entre la primo-vaccination et la vaccination de rappel, ils vont appliquer 8 mois ou 9 mois. Ils vont appliquer, ça veut dire qu'ils ne vont rien régler, ils ne vont pas rattraper, ils vont juste continuer à prolonger dans le temps le retard vaccinal. Et ça, ce sont des mécanismes qui sont en place dans les pratiques des gens qui vont être difficiles à changer. Mais c'est ça qu'on doit changer. Donc, en pratique, pour résumer, déterminer l'âge au moment du rattrapage, déterminer le nombre de doses reçues et celles qui manquent, calculer les doses manquantes, et puis choisir les intervalles et les combinaisons vaccinales appropriées. Encore une fois, soit on est dans la configuration d'aujourd'hui et on a toutes les possibilités de faire toutes les associations qu'on veut avec ce qu'on a, soit on sera dans la configuration de l'hexavalent quand on aura épuisé les autres doses, et on pourra utiliser l'hexavalent pour le rattrapage de ces enfants. Et évidemment, comme ça a été dit déjà plusieurs fois, bien sûr, ça sera facilité quand même, hein, le nombre d'injections, le nombre de visites au centre de vaccination, parce qu'il faut bien reconnaître que c'est un petit peu tout cela qui a contribué également en partie au retard vaccinal. C'est ces visites multiples, c'est ces retards, ces rendez-vous manqués, etc., etc. Donc voilà, je vous remercie.